Mets un casque ou des écouteurs, monte le volume et profite de la vidéo. Il existe un endroit où pourrissent les cadavres à l'air libre, et c'est légal. Une ferme de corps, appelée aussi ferme de cadavres, est un établissement de recherche et de formation étudiant la décomposition du corps humain après la mort afin de faire progresser la médecine légale. Ces recherches aident les enquêteurs à développer leur compréhension des processus de décomposition et sont aussi des lieux pédagogiques et d'enseignement, notamment pour le FBI. Il existe en 2015 5 complexes de ce genre aux États-Unis et un complexe a été créé en 2016 par l'Université de technologie de Sydney en Australie. Ces complexes d'études scientifiques sont apparus alors que la justice criminelle a pu et a voulu profiter des données scientifiques pour améliorer ses moyens d'enquête criminelle en s'appuyant sur les progrès de la médecine légale. Mais est-ce vraiment éthique ? Je vous laisse me donner votre point de vue dans les commentaires. Avez-vous déjà eu l'impression qu'en lisant votre horoscope, il s'appliquait parfaitement à vous ? L'effet Barnum est un biais cognitif induisant toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même. Voici un exemple de l'effet Barnum. Vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné, et vous savez vous contrôler. Mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous êtes également fier de vous-même en tant que penseur indépendant et n'acceptez pas les déclarations des autres sans preuve satisfaisante. La molosse du Brésil, ou taradite du Brésil, est une chauve-souris du continent américain, vivant en colonie regroupant de très nombreux individus. Sa vitesse de pointe, capable d'atteindre les 160 km/h à l'horizontale, permet de considérer cette chauve-souris, pesant à peine plus de 10 grammes, comme l'animal volant le plus rapide. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la taradite du Brésil a été l'espèce de chauve-souris finalement sélectionnée par les développeurs du projet de bombe à chauve-souris, une arme expérimentale développée aux États-Unis. Ces bombes contenaient une chauve-souris de genre taradite du Brésil, avec une petite bombe incendiaire reliée à un système de déclenchement à retardement. Largué à l'aube d'un bombardier, le conteneur devait déployer un parachute, puis s'ouvrir pour libérer les chauves-souris. Celles-ci iraient alors se percher dans les maisons faites de bois et de papier, et des incendies se déclareraient dans les villes japonaises. Les premiers essais de cette arme en 1943 se révélèrent concluants, mais le programme fut annulé par l'amiral de la flotte Ernest J. King lorsqu'il apprit que cette mesure ne serait vraisemblablement pas opérationnelle au combat avant le second semestre de l'année 45. C'est la bombe atomique la plus puissante jamais lâchée par les États-Unis, et ses conséquences furent catastrophiques. Castle Bravo est le nom de la bombe H la plus puissante testée par les États-Unis, libérant une énergie de 15 mégatonnes, soit 1000 fois celle de chacune des bombes larguées sur le Japon, mais moins que les 57 mégatonnes de la Tsar Bomba, plus grosse bombe de l'histoire. Parmi les nombreux essais nucléaires réalisés au cours de la guerre froide, Castle Bravo est l'un des plus connus en raison de la contamination radiologique qu'elle cause aux populations locales ainsi qu'aux militaires présents sur le terrain. Elle a été surnommée crevette en raison de sa forme. L'incidence environnementale a été mal appréciée. L'explosion provoqua un cratère d'environ 2 km de diamètre et de 70 mètres de profondeur. Le champignon atomique atteignit une altitude de plus de 50 km en quelques minutes. La boule de feu elle-même avait un diamètre de 7,2 km. Les niveaux de retombées radioactives attribués à l'essai de Castle Bravo sont considérés comme les plus élevés de l'histoire. Laisse-moi te parler d'un des premiers cafés parisiens. Le café de la Régence est un café parisien ouvert de 1681 à 1910. Initialement situé au Palais Royal, il fut pendant 120 ans le centre du jeu d'échecs en France et en Europe. Les joueurs d'échecs les plus talentueux et les plus connus de leur temps y ont tous un jour disputé des parties. Vers 1740, il devient une adresse pour les joueurs d'échecs parisiens. Les habitués du café étaient des célébrités comme Diderot, Rousseau, Napoléon Bonaparte ou encore Benjamin Franklin. Pendant la Révolution, Robespierre y prit ses habitudes pendant les entr'actes du club des Jacobins. À l'apparition de ce formidable joueur, le café fut insensiblement abandonné des amateurs d'échecs. Le bâtiment, auparavant occupé par le café, est désormais occupé par l'Office national marocain du tourisme.
Est-ce que tu connais la chapelle expiatoire? Nichée dans le 8e arrondissement de Paris, au cœur du square Louis XVI, son emplacement ne doit rien au hasard, car c'est ici que se trouvait le cimetière de la Madeleine. Ce dernier accueillait les corps de Louis XVI, le dernier roi de France de l'Ancien Régime, et de la reine Marie-Antoinette jusqu'en 1815. Construite en 1815 par Louis XVIII, frère de Louis XVI, cette chapelle, édifiée en l'honneur du couple royal, est terminée en 1826. Elle est construite en lieu et place de l'emplacement même où Louis XVI et Marie-Antoinette avaient été enterrés avant leur acheminement vers la basilique Saint-Denis. La chapelle est inscrite au titre des monuments historiques en 1914. On peut retrouver deux sculptures à l'intérieur, l'une d'un ange montrant le ciel à Louis XVI, l'autre de Marie-Antoinette agenouillée devant la religion. Il contient aussi le testament de Louis XVI et la dernière lettre de Marie-Antoinette adressée à Madame Élisabeth, la sœur du roi. Est-ce que tu connais l'effet Florence Nightingale? Laisse-moi t'expliquer. L'effet Florence Nightingale est utilisé pour parler d'une situation où un soignant tombe amoureux de son patient. Cet effet peut se produire même si très peu de communication et de contact sont établis en dehors des soins de base. Les sentiments peuvent s'estomper une fois que le patient n'a plus besoin de soins. Dans les comics, le personnage d'Harley Quinn, qui est alors infirmière, tombe amoureuse du Joker lorsqu'il est enfermé à l'asile d'Arkham, ce qui illustre parfaitement cet effet. L'effet porte le nom de Florence Nightingale, pionnière dans le domaine des soins infirmiers dans la seconde moitié du 19e siècle. En raison de son dévouement aux soins des patients, elle a été surnommée la Dame à la lampe, car elle avait l'habitude de faire des rondes nocturnes. Ces soins ont à jamais changé la façon dont les structures hospitalières traitent les patients. La plupart considèrent Nightingale comme la fondatrice des soins infirmiers modernes. Cependant, il n'y a aucune trace d'une quelconque liaison sentimentale entre Florence et l'un de ses patients, à tel point qu'elle ne s'est jamais mariée malgré les nombreux prétendants, de peur que cela n'interfère avec sa vocation d'infirmière. C'est Albert Finet qui a qualifié cet effet de syndrome de Florence Nightingale dans une interview en 1982. Est-ce que tu connais l'effet Thatcher? Laisse-moi t'expliquer. L'effet Thatcher, ou l'illusion Thatcher, est une illusion d'optique par laquelle il est plus difficile de percevoir des modifications ponctuelles d'un visage quand il est à l'envers, changement bien évident pour le même visage dans le bon sens. Il porte le nom de la première ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher, sujet de la photographie avec laquelle l'effet a été démontré pour la première fois. L'effet a été découvert en 1980 par Peter Thomson, professeur de psychologie à l'université de York. L'effet est illustré par une paire de photos identiques qui sont inversées. La deuxième image est modifiée de sorte que les cheveux et la bouche soient inversés, bien que les changements ne soient pas immédiatement évidents tant que l'image n'est pas vue verticalement. Dans les visages non inversés, l'effet Thatcher est dérangeant. L'effet Thatcher serait donc dû à des modules cognitifs psychologiques spécifiques impliqués dans la perception des visages qui sont spécialement adaptés au visage droit. Les visages semblent tous uniques, malgré le fait qu'ils soient similaires, et il est supposé que nous développons des processus spécifiques pour différencier les visages qui reposent autant sur la configuration que sur les détails des caractéristiques individuelles du visage, telles que les yeux, le nez et la bouche. Voici l'histoire de la femme accusée à tort d'être une collabo. En 1949, le premier rallye de Monte-Carlo d'après-guerre a lieu dans la principauté de Monaco, et Hélène Nice, de son vrai nom Mariette Hélène Delangle, est là pour prendre part à la manifestation. Lors d'une grande fête organisée pour célébrer le retour à la course, Louis Chiron, un multiple champion de Grand Prix, traverse la salle et accuse Hélène Nice d'avoir été une agent de la Gestapo durant la guerre. À l'époque, une telle accusation pouvait être un sérieux revers pour une carrière, et venant d'un homme aussi puissant que Louis Chiron, même s'il ne fournit aucune preuve, marque la fin de carrière de pilote d'Hélène Nice. Lâchée par ses sponsors, elle ne recourt plus à la suite de cela, son nom et ses grandes réalisations sont effacés des annales de l'histoire de la course automobile. Ses amis et connaissances la délaissent, et son amant l'abandonne également. Avec lui s'envole une grande partie de son argent. Et rapidement, les maigres fonds qui lui restent se réduisent au point qu'elle doit accepter la charité d'un organisme parisien privé mis en place par des artistes pour venir en aide aux anciens artistes nécessiteux et nommé La Roue Tourne. Aucun des faits de l'accusation de Louis Chiron n'a jamais été éclairci, et des recherches récentes faites par Miranda Seymour n'ont jamais prouvé sa culpabilité. Miranda est même allée jusqu'à vérifier les documents officiels à Berlin, et a été informée par les autorités allemandes qu'Hélène Nice n'a jamais été une agente. Ironie du sort, avant-guerre, Chiron lui-même, conduit par le désir d'une voiture plus performante, a piloté pour l'équipe Mercedes-Benz que les nazis ont utilisé comme objet de propagande en faveur de leur philosophie de la supériorité raciale, un moment où son collègue juif et rival René Dreyfus ne le pouvait pas. Il existe encore un pays aujourd'hui en Europe où la peine de mort est autorisée. La peine de mort en Biélorussie constitue le châtiment suprême dans ce pays. Elle s'exécute par une balle dans la nuque du condamné au moment où celui-ci ne s'y attend pas. La sentence est exécutée à la prison de Minsk, la capitale.
Le choix de la peine appartient à un panel de 3 personnes et doit être confirmé par la Cour suprême du pays et par le président avant d'être exécuté. Officiellement, la peine de mort n'est appliquée qu'aux hommes de 18 à 65 ans coupables de meurtre aggravé. Les condamnés ne peuvent faire appel de ce jugement, mais ont le droit de demander la grâce du président de la République. Le jour de l'exécution, le condamné est transporté dans un lieu secret où les autorités lui disent que tous les appels ont été rejetés. Le condamné a ensuite les yeux bandés et est conduit dans une pièce voisine où 2 membres du personnel l'obligent à se genouiller devant une protection anti-balles. Le bourreau tire ensuite sur le condamné à l'arrière de la tête avec un pistolet Makarov équipé d'un suppresseur. Elle a été la plus terrible des guerres. Près de 9,7 millions de militaires ont été tués sur 74 millions de soldats mobilisés. 8,9 millions de civils ont péri. 21 millions de personnes ont été blessées du fait de ce conflit. Des changements politiques, culturels et sociaux radicaux ont affecté l'Europe, l'Asie, l'Afrique, même dans des zones qui n'avaient pas été directement impliquées. 4 empires se sont effondrés à cause de la guerre et des pays comme le royaume du Monténégro ont disparu. D'autres, rayés de la carte depuis plus d'un siècle comme la Pologne, ont retrouvé leur indépendance et d'autres, comme la Tchécoslovaquie, furent créés. Des frontières furent redessinées, des organisations internationales furent mises sur pied et beaucoup de nouvelles et d'anciennes idéologies s'ancrèrent fermement dans l'esprit des populations. La Première Guerre mondiale eut également pour effet d'amener la transformation politique de l'Allemagne et du Royaume-Uni en apportant le suffrage quasi universel à ces 2 puissances européennes, les transformant en démocratie représentative pour la première fois dans l'histoire. Pour marchander et obtenir ce que l'on veut, cette technique de manipulation est extrêmement efficace. Vous étiez arrivé dans ce magasin pour simplement jeter un coup d'œil, et en quelques minutes, vous voilà à la caisse, à rire aux boutades du vendeur, en train de sortir votre carte bleue. Mais que vous est-il arrivé ? Vous avez probablement été victime d'une technique de manipulation, et sûrement celle de la porte au nez. Cette technique affirme que les individus sont plus susceptibles de se conformer à une demande si celle-ci est précédée d'une autre beaucoup plus coûteuse. Cela revient à un coup de bluff. Demandez à votre beau-frère qu'il vous prête sa voiture pendant toute la semaine. Il refusera, mais peu importe. Demandez-lui ensuite de vous la prêter au moins pour l'après-midi. Selon les tenants de la théorie de la porte au nez, il y a beaucoup plus de chances pour que votre beau-frère vous la prête. Il vous suffirait donc juste de demander la lune pour tomber dans les étoiles. Marseille a failli se faire bombarder en 1934. Je te raconte ça. L'assassinat d'Alexandre Ier de Yougoslavie a eu lieu le 1er octobre 1934 à Marseille au début d'un voyage officiel en France. Peu après son débarquement au Vieux-Port et alors qu'il remonte en cortège automobile vers la préfecture, le roi de Yougoslavie, Alexandre Ier, est tué par les tirs d'un nationaliste bulgare qui aurait agi pour le compte des Ustachi, les nationalistes croates. La fusillade avec la police coûte également la vie à Louis Barthou, le ministre français des Affaires étrangères, victime d'une balle perdue. 10 personnes dans le cortège sont blessées et 4 le sont mortellement. L'assassin Vlado Tchernozemski meurt de ses blessures le lendemain. Après cet assassinat, certains marins du destroyer Dubrovnik, fous de colère, envisagèrent de bombarder Marseille. Le couteau, le revolver, la bombe et les explosifs sont les idoles qui rendront aux paysans le fruit de sa terre, aux travailleurs son pain et à la Croatie sa liberté. Le palais de la Cité était la résidence et le siège du pouvoir des rois de France du Xe au XIVe siècle, tout en restant le siège des principales cours de justice jusqu'à nos jours. Il s'étendait sur la partie ouest de l'île de la Cité, dans le 1er arrondissement de Paris. Une partie du palais a été convertie en prison d'État en 1370, après l'abandon du palais comme résidence par Charles V et ses successeurs. La prison de la Conciergerie occupait le rez-de-chaussée du bâtiment, bordant le quai de l'Horloge et les 2 tours. L'étage supérieur était réservé au Parlement de Paris. La Conciergerie servit de prison lors de la Terreur et fut le lieu de détention des prévenus avant leur passage devant le tribunal révolutionnaire entre 1793 et 1795. La reine Marie-Antoinette y fut d'ailleurs emprisonnée en 1793. Jusqu'au printemps 2018, une grande partie du site a été occupée par le palais de justice de Paris. L'essentiel des vestiges du palais de la Cité sont constitués par l'ancienne prison de la Conciergerie qui longe le quai de l'Horloge au nord-est de l'île ainsi que par la Sainte-Chapelle. Nous sommes à Paris, le 5 mai 1986. Ce jour-là, Cécile Bloch, 11 ans, est violée puis tuée alors qu'elle quitte le domicile familial pour se rendre à l'école. La brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres ouvre le jour même une enquête de police. Les policiers déterminent les circonstances de cet homicide, élaborent et diffusent un portrait robot du meurtrier présumé de la fillette partout dans la ville. Des investigations policières approfondies arrivent à démontrer l'implication de celui-ci dans d'autres agressions, viols et meurtres, retraçant le parcours sanglant d'un criminel multirécidiviste.
L'expertise de psychocriminologues est sollicitée, et grâce à l'application de techniques d'identification génétique introduites en France dans les années 90, des recoupements établis par les enquêteurs avec d'autres affaires criminelles sont validés et révèlent de nouvelles pistes. La famille de la fillette, qui n'est pas informée des développements de l'instruction judiciaire, a recours au service d'une enquêtrice privée. Pendant plus de 35 ans, le meurtrier de Cécile, surnommé le Grelet par la police et les médias du fait de sa peau supposément abîmée, reste introuvable. Le 30 septembre 2021, une identification ADN permet à la brigade criminelle de Paris de confondre François Vérove, un ancien gendarme et policier français de 59 ans. Ce dernier, acculé, décide de se suicider dans un logement du Grau-du-Roi, près de Montpellier, laissant derrière lui une lettre d'aveu dans laquelle il reconnaît plusieurs crimes, dont celui de Cécile.